Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foalier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Première partie d'un épisode divisé en deux. On va parler de l'événement qui a eu lieu autour de la tombe du soldat inconnu, où le MLF en 1970, où 9 membres du MLF avaient tenté de fleurir la tombe et ça s'est assez mal passé. Il y a pas mal de choses à en dire, donc on va faire l'épisode en deux parties. Cette première partie, je la fais actuellement en live, twitch.tv/lefoalier. N'hésitez pas à me rejoindre. Dans cet épisode-là, ce premier épisode consacré à la question de cet événement-là, on va parler de ces 9 membres du MLF, pour essayer de comprendre un petit peu de qui il s'agit. Et vous allez voir que vous allez reconnaître des noms assez connus. Donc, la tombe du soldat inconnu, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est une sépulture qui est à Paris, installée sous l'Arc de Triomphe de l'Étoile, depuis le 11 novembre 2020. Donc 2 années après l'armistice française. Elle accueille le corps d'un soldat mort de la Première Guerre mondiale et reconnu français pour commémorer symboliquement l'ensemble des soldats qui sont morts pour la France au cours de l'histoire. La sépulture est entourée de bandes de métal noir, reliées entre elles par des chaînes, se compose d'une dalle de granit de Vire sur laquelle est inscrite l'épitaphe. Ici repose un soldat français mort pour la patrie, 14-18. En 1923, une flamme éternelle est rajoutée, ravivée tous les jours à 18h30. Donc là, tous les jours, toujours aujourd'hui, on a beau être 100 ans après, elle est toujours ravivée tous les jours. Il y a une cérémonie qui est assez officielle. En général, ce sont des anciens combattants qui s'en occupent. Et on les voit parfois quand on tombe sur eux un petit peu par hasard dans la cérémonie pour raviver la flamme. Après la Seconde Guerre mondiale, est installé au pied de la tombe un bouclier de bronze chargé d'un glaive enflammé offert par les Alliés à la gloire des armées françaises et en mémoire de la libération de Paris. L'expression dalle sacrée, popularisée par le général Weygand, est utilisée par les associations d'anciens combattants pour désigner le tombeau et sa flamme. La garde du monument est assurée en permanence par un service spécialisé de la police nationale. Ça c'est le contexte, voilà la tombe du soldat inconnu. L'un des slogans que vous connaissez déjà du MLF dans les années 70, c'était « Un homme sur deux est une femme ». C'est un slogan qui était assez provocateur, qui voulait dire quoi ? Qui voulait dire que en fait, les femmes n'étaient pas considérées dans la société, qu'il fallait pas oublier qu'il y avait une personne sur deux qui était une femme, qui existait, et que ces personnes-là avaient le droit à des droits, en fait. Les femmes ont le droit à des droits, doivent être considérées, d'un point de vue légal des hommes. Et donc voilà, ça c'était un des slogans qui était souvent scandé, et pour l'occasion de la gerbe déposée sur la tombe du soldat inconnu, les 9 membres du MLF avaient inventé un autre slogan, Suspense Café, qui disait « Il y a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme ». Donc un slogan assez fort et très intéressant, et je vous lirai un poème dans le 2e épisode qui est écrit par une femme, absolument magnifique, sur ce qu'est la vie de la femme de soldat inconnu. Ce que ça signifie qu'être la femme d'un soldat qui ne recevra jamais de gloire. Et donc voilà, avec ces slogans-là, elles se disent qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir entreprendre comme action médiatique. Et en fait, on va aller fleurir la tombe de la femme de soldat inconnu. Une action très symbolique, je vous expliquerai tout en détail, évidemment, dans le prochain épisode. Et ça s'est très mal passé. Bienvenue en patriarcat français, il y a vraiment que chez nous que, je spoil un tout petit peu, que 9 militantes qui veulent poser des fleurs sur une tombe se retrouvent en garde à vue. Le MLF, donc. Le MLF, alors j'ai changé d'ordinateur hier, Je prends un ordinateur un tout petit peu plus puissant, j'en avais bien besoin, donc il faut que je me réhabitue un petit peu à tous mes réglages. C'est un mouvement féministe autonome, non mixte, qui revendique la libre disposition du corps des femmes, qui remet en question la société patriarcale. Il est dans le sillage du Women's Lib American, c'est la même chose, c'est vraiment l'équivalent du MLF américain. Voilà, c'est un mouvement qui était un tout petit peu antérieur d'une dizaine d'années, vous voyez, dans les années 60. Elle luttait contre les formes de sexisme et de discrimination, elle réclamait une égalité, dont le droit de vote, etc., qu'elles avaient obtenu d'ailleurs, je crois, dans les années 20, les féministes américaines. Donc c'est une sorte de résurgence des suffragettes, qui se disaient aux États-Unis, en fait, on manque encore de droits, les femmes. Et donc le MLF s'inspire de ça, et vous allez voir qu'il y a d'ailleurs une militante franco-américaine qui a milité avec elle. Ça, c'est né dans le sillage du coup des Women's Lib Americans, c'est né après les événements de mai 68, des luttes pour le droit à la contraception et à l'avortement, amorcées par le planning familial en France, de toutes les luttes contre les différentes formes d'oppression et de misogynie, et des revendications à l'égalité de tous les droits, moraux, sexuels, juridiques, économiques, symboliques. Il remet en cause les formes de militantisme traditionnelles, il fonctionne par assemblée générale, par petits groupes décentralisés et possède un répertoire d'actions extra-parlementaires comme l'organisation de manifestations, la création et la signature de pétitions et la tenue de réunions publiques. Donc voilà le MLF. L'objectif du MLF, c'est que les femmes obtiennent les mêmes droits que les hommes. Pour rappel, le droit de vote il est acquis depuis à peine 20 ans là, par les femmes.
donc ça met quand même énormément de temps à se développer. Il y avait eu une association qui avait été créée juste avant qui s'appelait Féminin, Masculin et Avenir, je crois, qui est une sorte d'ancêtre du mouvement de libération des femmes. C'est à quel endroit? C'était ici, voilà, donc association mixte à ce moment-là, Féminin, Masculin, Avenir, qui s'est transformée par la suite, je crois, en Féminin, Marxisme et Avenir, quelque chose comme ça. Il y avait des liens très très forts avec la pensée marxiste, et en particulier la domination masculine basée sur le corps, hein, des possédants sur le prolétariat. Et arrive du coup le fameux événement de 1970, du dépôt de gerbes. Alors cet événement, il est assez difficile à retracer précisément, parce que la presse, quand on cherche des articles de l'époque, nous dit qu'elles étaient une trentaine, mais quand on va lire un petit peu les biographies des unes et des autres, on s'aperçoit qu'elles auraient été probablement une dizaine seulement. C'est déjà très bien, hein. Il se trouve qu'il y a 9 noms qui reviennent systématiquement. Comme c'est très bien décrit ici, certains médias parlent d'une trentaine de femmes, il y en a 9 en réalité qui sont systématiquement citées. Elles ont peut-être été 7, elles ont peut-être été 8, elles ont peut-être été 10, on ne sait pas trop, mais en tout cas, les 9 que je vais vous présenter là étaient présentes. Cathy Bernheim, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant l'épisode, Christine Elphi, Monique Wittig, Christiane Rochefort, Namaskar Shaktini, que je ne connaissais pas non plus, sous le nom de Margaret Stephenson à ce moment-là. Tiens, je crois que c'était le nom de jeune fille de Virginia Woolf Stephenson d'ailleurs. Monique Bourou, que je ne connaissais pas non plus, Julie Dassin, Janine Serre, que je ne connaissais pas, Emmanuel de Lesseps, ça je connaissais, et Anne Zelensky, je connaissais que de nom. Et bien ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous présenter ces 9 héroïnes. J'ai choisi de les présenter par ordre alphabétique. On va parler un petit peu de leurs pensées, on va parler un petit peu de ce qu'elles ont produit comme écrit, de leur influence du coup dans le féminisme de l'époque et moderne. Et malheureusement, vous allez voir que j'ai quand même 2 très mauvaises nouvelles par rapport à ces noms-là, à vous annoncer des choses un peu tristes. Parce que on n'a quasiment rien sur certaines de ces militantes, presque rien, comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai choisi de vous les présenter par ordre alphabétique. Voilà, et la première, c'est Cathy Bernheim. Donc Cathy Bernheim est toujours vivante. C'est une militante qui avait milité pour les Gouines Rouges. Donc les Gouines Rouges, vous avez une idée de ce que c'est. C'était une association du coup féministe très radicale, lesbienne et très influencée par le marxisme. Association non mixte, bien évidemment. Elle est née le 10 avril 1946 à Saint-Raphaël, et elle a beaucoup écrit dans sa vie. Elle a énormément participé à la popularisation de certaines idées féministes, en particulier l'idée d'oppression systémique des femmes. C'est très difficile de retrouver ces ouvrages en entier. Moi, j'ai retrouvé quelques extraits de livres de l'oppression des femmes, par exemple, sur Internet. Ça a l'air plutôt intéressant. Et quelques extraits du sexisme ordinaire, qui est un truc très moderne, puisque on est en 79 du coup quand c'est publié. En 1979, on n'est pas encore, et vous verrez, j'ai une interview de Christine Delphi qui en parle, la lutte contre les violences sexuelles, contre le viol, elle n'est pas très implantée encore par les anciennes du MLF parce qu'elle considère que c'est une fatalité contre laquelle on ne peut pas se battre. Christine Delphi en parle très bien. Elle considère qu'en fait, elles ne pourront jamais avancer sur ces questions-là parce que comme les hommes sont au pouvoir, malheureusement les hommes continueront d'agresser et de violer. C'est très triste à lire. Et en fait, elle en parle déjà, Cathy Bernheim, de ça. En disant en fait, il existe des solutions, il faut qu'on trouve des moyens d'action pour pouvoir lutter contre ces choses-là, quoi. On va en parler un petit peu après. Donc elle a été, Cathy Bernheim, signataire du manifeste des 343 salopes. Donc vous savez, c'était le manifeste qui avait été partagé avec 343 femmes qui ont accepté de signer un manifeste disant moi aussi j'ai subi un avortement. Et en fait c'est pas honteux d'avoir subi un avortement, ça veut pas dire qu'on a des mœurs sexuelles anormales, etc. Et un avortement, quand il est fait dans de mauvaises conditions, il aboutit à la mort de la femme. Donc il faut agir et légaliser l'avortement au plus vite. Elle a également participé à ramener en France, Cathy Bernheim, elle est incroyable, hein, des traductions d'autrices américaines. Donc là, vous voyez qu'elle a écrit la biographie de Mary Shelley. Elle a adapté aussi elle a traduit des féministes américaines, adapté la biographie d'Angela Davis, d'Emma Goldman. Emma Goldman, il faudra qu'on en parle parce que c'est une intellectuelle russe révolutionnaire absolument passionnante. J'ai lu 2 de ses essais, il faudra que je vous en parle un jour. Et donc voilà, donc elle a apporté ça ici, en France, avec des biographies, avec des traductions. Donc voilà, une vraie héroïne. Voilà ici une liste sur le Cairn, je vous mettrai tout ça, excusez-moi j'ai le hockey, je vous mettrai tout ça, décidément, dans la description de la vidéo sur YouTube, si jamais ça peut vous intéresser. Là vous voyez qu'on peut acheter par exemple Des femmes en lutte, je ne savais pas, hein, donc je pense que je me le procurerai ces 2-là, pour pouvoir lire ça. Voilà pour Cathy Bernheim.
Malheureusement, vous voyez, on n'a pas de photo, c'est pas quelqu'un qui est très connu, donc elle est redevenue, on va dire, malheureusement anonyme, et c'est triste parce que c'est une héroïne. C'est une véritable héroïne. Bien plus triste, Monique Bourroux. Voilà, on n'a rien. On n'a rien sur Monique Bourroux, mais vraiment rien du tout. Mais c'est triste, quoi. On ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas sa date de naissance, on pas son visage, on n'a aucune trace. C'est l'une des 9, on est sûr qu'elle était présente. C'est l'une des 9 qui était présente pendant la manifestation là, pour fleurir la tombe de la femme du soldat inconnu. Et bah voilà, malheureusement, on n'a rien sur elle. Alors j'ai fouillé, on trouve des mini-choses, hein, des mini-choses sur Monique Bourroux. Là, on nous dit par exemple que parmi les manifestantes connues le jour où elles ont voulu fêter la femme du soldat inconnu, il y a Christine Rochefort, dont on va parler, Monique Wittig. Monique Wittig qui, elle, a vraiment laissé son nom dans l'histoire du féminisme. Perdu de vue, Janine Serre. Katine Bernam est devenue écrivain. Frédéric Dabert est devenue traductrice. Et là, on nous dit Monique Bourroux est restée musicienne. On lui prête des ambitions dans le monde du spectacle. C'est tout. C'est tout. J'ai trouvé un tout petit quelque chose ici aussi. Je l'ai trouvé donc en tant que signataire du manifeste, effectivement, des 343 salopes, comme elle disait. Voilà, on la voit signataire ici. Et c'est absolument tout ce que j'ai pu trouver. Ça fait 5 jours que je prépare cet épisode. Je n'ai rien trouvé d'autre sur Monique Bourroux. Donc ce que je vous propose, pour pas qu'elle tombe quand même dans l'oubli, et qu'on se rappelle de l'importance de ce manifeste, c'est qu'on le lise ensemble. On lise ce manifeste signé par Monique Bourroux, militante de la première heure du MLF, qui a participé à l'événement pour fleurir la tombe du soldat inconnu. Et ma foi, si jamais elle est toujours vivante et qu'il y a des personnes de sa famille qui tombent dessus, faites-lui savoir qu'on lui est très reconnaissante pour ses actions et qu'on l'admire énormément. Donc voilà ce que disait le manifeste, paru dans le Nouvel Observateur le 5 avril 71, un an après l'événement de la tombe de la femme du soldat inconnu. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération pratiquée sous contrôle médical est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre. Vous vous rendez compte que s'il y a des hommes aujourd'hui sur le chat, c'est en 71, hein. On est en 1971 et les femmes n'ont toujours pas accès à l'avortement. Je vous recommande évidemment la lecture de l'événement d'Annie Ernaux là-dessus. Moi qui semble exprimer et limiter une fois pour toutes le combat féministe. Être féministe, c'est lutter pour l'avortement libre et gratuit. C'est une affaire de bonne-femme, quelque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de sale. Lutter pour obtenir l'avortement libre et gratuit, cela a l'air dérisoire ou mesquin. Toujours cette odeur d'hôpital ou de nourriture ou de caca derrière les femmes. La complexité des émotions liées à la lutte pour l'avortement indique avec précision notre difficulté d'être, le mal que nous avons à nous persuader que cela vaut le coup de se battre pour nous. Il va de soi que nous n'avons pas, comme les autres êtres humains, le droit de disposer de notre corps. Pourtant, notre ventre nous appartient. L'avortement libre et gratuit n'est pas le but ultime de la lutte des femmes. Au contraire, il ne correspond qu'à l'exigence la plus élémentaire, ce sans quoi le combat politique ne peut même pas commencer. Il est de nécessité vitale que les femmes récupèrent et réintègrent leur corps. Elles sont celles de qui la condition est unique dans l'histoire. Les êtres humains qui, dans les sociétés modernes, n'ont pas la libre disposition de leur corps. Jusqu'à présent, seuls les esclaves ont connu cette condition. Le scandale persiste. Chaque année, 150 000 femmes vivent dans la honte et le désespoir. 5 000 d'entre nous meurent. Mais l'ordre mondial n'en est pas bousculé. On voudrait crier. L'avortement libre et gratuit, c'est cesser immédiatement d'avoir honte de son corps. Être libre et fier dans son corps, comme tous ceux qui jusqu'ici en ont eu le plein emploi. Ne plus avoir honte d'être une femme. Un ego qui fout le camp en petits morceaux, c'est ce qu'éprouvent toutes les femmes qui doivent pratiquer un avortement clandestin. Être soi à tout moment, ne plus avoir cette crainte ignoble d'être prise au piège, d'être double et impuissante avec une espèce de tumeur dans le ventre. Un combat... Bonjour Nova. Un combat enthousiasmant dans la mesure où, si je le gagne, je commence seulement à m'appartenir en propre et non plus à l'État, à une famille, à un enfant dont je ne veux pas. Une étape pour parvenir au contrôle complet de la production des enfants. Les femmes, comme tous les autres producteurs, ont de fait le droit absolu au contrôle de toute leur production. Ce contrôle implique un changement radical des structures mentales des femmes et un changement non moins radical des structures de la société. Je ferai un enfant si j'en ai envie. Nulle pression morale, nulle institution, nul impératif économique ne peut m'y contraindre. Cela est mon pouvoir politique. Comme tout producteur, je peux, en attendant mieux, faire pression sur la société à travers ma production, par la grève d'enfants. Je ferai un enfant si j'en ai envie et si la société dans laquelle je le fais naître est convenable pour moi. Si elle ne fait pas de moi l'esclave de cet enfant, sa nourrice, sa bonne, sa tête de turc. Je ferai un enfant si j'en ai envie.
si la société est convenable pour moi et convenable pour lui. J'en suis responsable, pas de risque de guerre, pas de travail assujetti aux cadences. Hein, on sent l'influence marxiste là-dessus. Bonjour Nova. On va lire la deuxième partie du manifeste un petit peu plus tard. Vous comprendrez pourquoi, je pense que vous avez déjà deviné malheureusement la raison. Troisième militante dont je voudrais vous parler, c'est Julie Dassin. Toujours citée comme ayant été présente parmi les 9 femmes du MLF en 1970 pour avoir tenté de fleurir la tombe de la femme du soldat inconnu. C'est une actrice franco-américaine qui a été très influencée par les mouvements féministes aux États-Unis. Elle est née en 1944 à Los Angeles en Californie, elle est toujours de ce monde. Elle a réalisé des films, elle a été violoniste. Non, pardon, excuse-moi, elle est la fille de Jules Dassin, réalisatrice de films. Elle a joué dans les films que vous pouvez voir ici. Elle a fait un petit peu de doublage également, elle a doublé la voix de Rosanna Arquette dans Le Grand Bleu. Elle a aussi fait un petit peu de musique. Là, vous voyez qu'elle a collaboré entre autres avec Brigitte Fontaine sur un album de 1972. Et donc voilà, malheureusement, on n'a pas énormément d'informations sur elle sur Internet. Sur sa page Wikipédia, et je la modifierai, ce serait bien de voir apparaître qu'elle a fait... Ouais, un superbe texte, je suis d'accord. Ce serait bien de voir apparaître qu'elle a signé le manifeste des 343 salopes, elle également. Et ce serait bien qu'on voit apparaître qu'elle ait participé, elle aussi, à la manifestation du MLF. Ça aurait été bien de voir un petit peu son passé militante aussi. Ça aurait été plutôt une bonne chose. Et puis, bah voilà. Donc, Julie Dassin, actrice, chanteuse, qui a chanté avec Brigitte Fontaine. J'ai trouvé une petite interview de Brigitte Fontaine qui parle d'elle, mais voilà, malheureusement le texte est un peu ordurier, un peu à l'image de Brigitte Fontaine parfois, et la met pas vraiment à l'honneur, donc je me suis dit bon, je vais pas vous le lire, quoi, c'est un petit peu dommage. Quatrième militante, on la connaît tous et toutes, quand on s'intéresse à ces milieux-là, c'est Christine Delphy. Alors attendez une seconde, je sais pourquoi je suis là-dessus, parce que là-dessus j'ai trouvé un truc sur Julie Dassin en fait. Voilà pourquoi je suis sur ce site. Voilà, c'est ça. Là, ici, on a quelques mots sur Julie Dassin. On trouve quasiment rien avec elle sur Internet. Mais on nous dit, durant les années 70, Carole Roussopoulos organisait avec Brigitte Fontaine et Julie Dassin une vidéo brouette. C'est plutôt rigolo. En fait, elles allaient en voiture en France, un petit peu partout. Elles finissaient par s'arrêter quelque part. Elles sortaient une télévision. Elles le faisaient alimenter pour que les gens viennent autour de la télévision, parce qu'en fait, elle présentait des clips féministes, c'est génial. En fait, elle se mettait à chanter ensemble, Brigitte Fontaine et Julie Dassin. Donc les gens venaient autour en disant « Ah, bah, y a des gens qui chantent, c'est plutôt sympa. » Et quand il y avait suffisamment de gens, paf, elle allumait la télé, clip féministe. Allez, éducation des hommes, je trouve ça absolument génial. Je trouve ça génial. Voilà pourquoi j'avais ça de Julie Dassin. Christine Delphy, maintenant, donc quatrième militante. Bon, vous la connaissez, on la connaît, elle est née en 41, elle a 81 ans. On lui souhaite tout le bonheur et le repos mérité là actuellement. Féministe purement matérialiste, première vague, MLF également. Il y a tellement de choses à vous dire sur Christine Delphy que j'en ferai un épisode entier un jour, d'autant que L'ennemi principal, c'est probablement l'ouvrage féministe qui m'a le plus marqué. Ça m'a vraiment changé, hein, L'ennemi principal. Mais il y a tellement de choses, il y a tellement de choses importantes à dire sur elle. Là, vous voyez qu'en 68, elle a participé à créer le mouvement dont je vous avais dit qu'il était à l'origine du MLF, à savoir le mouvement FMA, Féminin Masculin Avenir. Ah oui, en 69, c'est bien ça, c'est devenu Féminisme Marxisme Action, c'est bien ce qui me semblait, ça avait été, le masculin avait été remplacé par marxisme. Avec ici Emmanuel de Lesseps et Anne Zelensky, dont on va parler aujourd'hui, et Jacqueline Feldman, dont on parlera également. L'ennemi principal a été énormément discuté parce que l'ennemi principal, c'est un ouvrage fondateur qui décide de prendre le parti pris que nous, on considère comme vrai aujourd'hui, de dire que le patriarcat est l'ennemi des femmes, point barre. Le patriarcat, la domination masculine, c'est la violence des femmes et c'est l'ennemi principal contre les femmes doivent lutter. Elle est également sociologue au CNRS, Christine Delphy, et ces textes sont tellement importants qu'ils ont été critiqués. Il y a beaucoup d'exégèses critiquées positivement la plupart du temps. Il y a beaucoup d'exégèses. Là, je vous ai montré par exemple un extrait de Clémentine Autain. Je vais vous lire 2-3 passages qui sont intéressants. Là, vous avez Sylvie Chaperon aussi, c'est une grande intellectuelle qui parle de Christine Delphy. C'est un régal. De toute façon, entendre des personnes intelligentes parler d'autres personnes intelligentes, c'est toujours un régal. Donc voilà, Clémentine Autain ici, Sylvie Chaperon qui parle d'elle. Et je vais vous lire quelques analyses de Clémentine Autain sur le travail de Christine Delphy. Christine Autain écrit que c'était une actrice marquante de la période flamboyante du féminisme du XXe siècle. Pour une jeune féministe,
Donc là, elle parle d'elle. Porter un regard critique sur son œuvre, c'est aussi honorifique que difficile. Les nouvelles générations de féministes présentent cette particularité d'être relativement différentes et souvent admiratifs à l'égard de leurs aînés. On a de quoi être admiratif de ces femmes. À l'opposé de l'attitude des militantes du MLF qui se sont voulues en rupture de ce qui restait usé, abattardi et réformiste des mouvements féministes antérieurs. Nous revendiquons haut et fort l'héritage de Christine Delphy, même si plongé dans un contexte historique différent et fort des avancées théoriques de nos aînés, notre conception du féminisme diverge à certains égards. Bien sûr, toute la littérature féministe ne saurait bénéficier également d'une telle admiration, et là elle cite d'autres femmes, par exemple Lucie Irigaray, très intéressante, on en parlerait. Valérie Solanas, elle est quand même très réhabilitée aujourd'hui. N'aurait pas ses égards quand même. Le Scum Manifesto est quand même un ouvrage fondateur quand même. Après Simone de Beauvoir, Christine Delphy fait force de référence. Et là, elle résume très bien ce qu'est l'ennemi principal quand elle dit l'oppression des femmes fait système. Le patriarcat, c'est le système sociopolitique qui organise l'oppression des femmes. Sa base économique est le mode de production domestique. Super intéressant, le mode de production domestique, je ne connaissais pas cette expression. Il est probablement dans l'ouvrage de Christine Delphy, mais il ne m'avait pas marqué. Mais la base économique du patriarcat, c'est le mode de production domestique des femmes. Superbe, super formulation, je la trouve très percutante, très, très violente. Ce point de départ de l'œuvre de Christine Delphy n'a-t-il pas aujourd'hui la force de l'évidence pour le public féministe ? Et c'est là que je la rejoins énormément, Clémentine Autain, je suis d'accord. Il a fallu Christine Delphy qui le verbalise, quelque chose qui nous paraît absolument évident aujourd'hui, mais qui il y a 50 ans était un concept qui n'avait toujours pas été formulé de cette façon-là en tout cas. Avec l'article fondamental L'ennemi principal paru en novembre 70 dans la revue Partisan, l'accent est porté sur la famille et sur le travail domestique. En lien avec la période où l'on clamait combien le privé est politique, Christine Delphy incarne là une affirmation centrale des militantes de l'époque. La famille est un lieu d'oppression par les femmes. Puissante cette phrase. L'exécution du travail domestique par les seules femmes est une exploitation. Christine Delphy a relevé l'importance de cette forme d'esclavage occultée dans nos sociétés. Elle a rapproché les deux sphères que l'on entend volontairement séparer, la sphère économique et la famille. Étymologiquement, l'économie est la règle, nomos, de la maison, oikos. Si l'on se réfère à l'origine du mot, économie domestique est une redondance, une tautologie. Il s'agissait donc de revenir au domicile familial que l'économie politique avait abandonné, et d'affirmer ainsi que le pléonasme n'était pas où l'on croyait. Toute économie est politique. Je vous laisserai lire ça si vous le souhaitez, c'est passionnant. Des articles sur Christine Delphy, il y en a tellement, elle a énormément écrit. Dans une interview qu'elle avait donnée au Monde en 2020, qui a assez peu de temps, et assez intéressant, on lui fait parler du mouvement MeToo, qu'elle soutient bien évidemment complètement, des néologismes actuels qu'on utilise, qui permettent de définir des comportements que l'on comprend mieux aujourd'hui. Elle les soutient évidemment, et on lui pose cette fameuse question qui est très à propos par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste du MLF ? Et elle répond, Christine Delphy, ce qui reste du MLF, c'est qu'un grand nombre de groupes se sont créés sur des thèmes que nous n'avions pas abordés, parce que nous n'osions pas, je crois. Et là, on parle justement, par exemple, de la systématique du viol, dont je vous parlais au début de la vidéo. Par exemple, dénoncer le harcèlement sexuel, c'est nouveau. Nous ne voyions pas de façon, à l'époque, d'attaquer ça. Comme si ce n'était pas assez grave, ou que c'était une fatalité, ou que nous ne pouvions rien y faire. Et moi, ça me fait chaud au cœur de lire ça parce que du coup, ce qu'on appelle la quatrième vague du féministe, apparemment, c'est comme ça que c'est appelé en sociologie actuellement. Donc la vague post-MeToo, en fait, où d'un seul coup, la question féministe est devenue centrale dans la société parce qu'elle a été portée par les femmes. En fait, c'est un prolongement direct des actions de Christine Delphy. On avait besoin de ces neufs du MLF et des autres, elles étaient nombreuses dans le MLF, pour théoriser la domination masculine, pour qu'aujourd'hui, en fait, les femmes puissent utiliser ces concepts comme des évidences et avancer sur d'autres questions, la question par exemple du harcèlement sexuel. Et je trouve ça superbe, vraiment. Cette phrase de Christine Delphy, je la trouve très dure, à la fois de se dire qu'en fait, elle ne pouvait pas lutter contre ça parce que il n'y avait pas encore peut-être tous les concepts, il n'y avait pas encore peut-être tous les outils pour les aider à théoriser, ça. Peut-être qu'en fait, les femmes manquaient tellement de droits élémentaires, essentiels, qu'il fallait d'abord en passer par ce par quoi elles en sont passées, à savoir le droit de vote, le droit à l'avortement, avant d'en arriver aujourd'hui. Et je pense que si les femmes qui me suivent là aujourd'hui se revendiquent féministes, je pense que vous pouvez être fiers de vous. Je pense que toute femme qui soutient le mouvement MeToo, qui partage, je sais pas, les témoignages des femmes qui ont subi des violences sexuelles, toutes ces femmes-là, voilà, je pense que ce sont les héritières directes de Christine Delphy, et c'est moi qui vous le dis, je vous admire. Emmanuelle de Lesseps, assez connue également, elle est née en 1946, elle est toujours de ce monde. Novelliste, traductrice, elle a écrit beaucoup de livres pour enfants, elle a beaucoup participé au MLF, c'est une militante féministe de la première heure en France. Elle s'engage en 68 dans le groupe FMA, donc avec Christine Delphy, Anne Zelensky aussi, Jacqueline Feldman. Puis elle est active de 70 à 72 dans le mouvement de libération des femmes,
qui est définie ici comme étant tendance féministe révolutionnaire, pourquoi pas. Elle participe à l'action du dépôt de gerbes à la femme du soldat inconnu, bah ça vous voyez, il faut qu'on le rajoute dans la page des autres féministes pour qu'elle tombe pas dans l'oubli, quoi. Organisant en solidarité à une grève de femmes américaines le même jour, je vous expliquerai le contexte dans le deuxième épisode. Elle est aussi signataire du manifeste des 343, paru le 5 avril 1971. Bref, je sais pas pourquoi ils ont retiré... bon, peu importe. Elle a fondé la revue Questions féministes en 77, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, qui permet de publier des articles de féminisme matérialiste, etc. Elle a traduit beaucoup de choses, regardez cette héroïne, elle a traduit le Scum Manifesto de Valérie Solénas. Voilà, c'est Emmanuel de Lesseps qui l'a traduit par exemple. Formidable, hein, vraiment formidable. Elle a aussi publié beaucoup d'articles au sein de différentes revues féministes, évidemment, de questions féministes, bien sûr, etc. Là, ici, vous avez un article de Clio qui parle un petit peu d'elle, d'Emmanuel de Lesseps, pour expliquer en fait comment on est passé du mouvement féminin-masculin au mouvement MLF, Mouvement de Libération des Femmes, que je vous laisserai lire, qui est très intéressante, elle est citée à plusieurs reprises, comme vous pourrez le constater. Ah, est-ce que je me trompe ? Non, je suis sûr de l'avoir vu, Bon, en tout cas, étant donné qu'elle a participé à la création du FMA puis du MLF, bon bah voilà, l'article parle indirectement d'elle. Je vous laisserai lire, c'est très intéressant. Là, je veux juste vous lire ce paragraphe, par exemple, sur les difficultés. On dit on a eu du mal à convaincre, il manque la grande théorie marxiste qui nous ferait prendre au sérieux. Pour ceux qui veulent changer la société, le schéma de la domination est le schéma marxiste de domination du prolétariat par la bourgeoisie capitaliste. Mais les classes moyennes se développent, qui échappent à ce schéma binaire. Où les placer ? Et où placer les femmes ? La théorie marxiste est inexistante sur ce point, même si elle reste la seule idéologie non féministe d'alors à reconnaître sans équivoque notre oppression. Nous écrivons manifeste sur manifeste pour définir notre combat spécifique. Nous avons tous les arguments en place et pourtant cela ne passe pas. Nous avions compris qu'une des deux armes de l'oppression particulièrement efficace dans notre cas s'adressait au psychisme, modelé depuis la prime enfance. Contre elle, il fallait non plus des arguments, mais des actions spectaculaires, des chocs, qui seuls pourraient basculer les pesanteurs des idées installées. Mais nous manquons du dynamisme que nous apportera le MLF. Donc voilà, elles ont eu besoin peut-être d'un petit peu plus de radicalité, comme elle l'explique assez bien, pour asseoir un petit peu leurs idées, et puis pour continuer à... Pardon, excuse-moi, j'avais pas vu que ma vidéo... Oui, c'est le très beau texte, c'était référent, je pense, à celui de Christine Delphi, peut-être. Christiane Rochefort, donc c'est la 5e dont je voulais vous parler, écrivaine française. Elle est décédée, malheureusement, elle est décédée en 98, déjà. Grande écrivaine, vraiment grande écrivaine. J'ai un roman d'elle dans la bibliothèque, je ne l'ai pas lu encore, donc je peux pas trop vous dire ce que j'en pense, mais je le ferai dès que je l'aurai lu. Lauréate de 2 grands prix littéraires, le prix de la Nouvelle Vague, et surtout le prix Médicis en 88, quand même, bravo. En plus de ça, donc militante féministe, très engagée. On sait qu'elle a été membre du MLF, qu'elle a participé au dépôt de la Gerbe, elle est tout le temps citée, effectivement. On dit également qu'elle a été de toutes les luttes contre tous les types de domination, celle des adultes sur les enfants également, donc ça je vais vous en parler un petit peu, je crois que c'est avec elle que je vous en parle dans un instant. Voilà, c'est ça, parce qu'elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Les enfants d'abord, qu'il faudrait que je lise. Et donc voilà, la lutte contre la domination masculine, l'ennemi principal, elle connaît ça par cœur parce qu'elle côtoie Christine Delphi, et elle ouvre ça à la lutte pour les droits des enfants, pour lutter contre les violences faites aux enfants. Donc là, on est aussi dans un féminisme très moderne. Moi, j'ai découvert que très récemment, en fait, les liens très très forts entre le féminisme et la défense des droits des enfants. J'ai découvert assez récemment, en fait, que vous faisiez des liens aussi importants entre les deux, et que vous considériez que c'était issu de la même cause, à savoir la violence masculine. Bref, merci encore de continuer à faire mon éducation. Voilà, donc Les enfants d'abord, un livre qui paraît dans la période de mouvement post-mai 68, qui remet en cause l'éducation, l'école et la place des enfants dans la société. En 71 paraissait Une société sans école d'Ivan Illich. Alors Illich, par contre, je l'ai lu, c'est un sociologue qui a parlé d'énormément de choses, en particulier pour ce qui m'intéresse du système de santé. Il a beaucoup écrit dans la sociologie de la santé. Et donc, le résumé du livre, il se développe en 15 chapitres, les différents aspects de l'oppression subie par les enfants. Sur un ton incisif et subversif, l'auteur, on va retirer ça, s'attaque aux institutions qui parlent à la place des enfants et les formatent aux besoins de l'ordre productif, en premier lieu les parents. Elle se place pour cela dans la position d'ancien enfant. Fidèle au thème développé dans ses romans et avec une vision libertaire, elle stigmatise la société oppressive, le système capitaliste, la religion et la morale sexuelle. Passionnante. Est-ce que vous m'entendez toujours bien ? Je demande puisque le chat est assez calme.
Janine Serre, bon bah voilà, c'est triste à mourir, on n'a rien. Encore une page vierge, troisième page vierge. C'est triste. C'est triste et je vais m'atteler à remplir cette page autant que possible en fait, à mettre tout ce que je peux trouver sur elle, même si ça paraît être des choses anodines. Il faut préciser qu'elle a été au MLF, il faut préciser qu'elle a fait partie de cette journée en 71. Voilà, on peut pas laisser tomber ces personnes dans l'oubli, quoi. C'est trop triste. Les rares choses que j'ai pu trouver sur Janine Serre, en fait, sont un article un peu générique sur toutes les membres. Et encore, vous voyez, je suis même pas sûr qu'elle apparaisse. Je pense que son nom est juste cité là dans l'article, à peine cité, et c'est tout, quoi. Sinon, on n'a aucune information sur elle. On ne sait pas de qui il s'agit. Je veux dire, on ne sait même pas si elle est toujours de ce monde. C'est triste, quoi. C'est triste, et ces héroïnes-là, elles méritent qu'on se souvienne d'elles vraiment éternellement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat pour me confirmer que je ne parle pas dans le vide depuis désormais 5 minutes? Ah, les 100 pages, je ne connais pas. Merci, Pozovic, ça répond à ma question, du coup. D'accord, ok. Salut, Clone, d'ailleurs. Super. Ben, je ferai ça. Je ferai ça parce que c'est trop triste, quoi. J'ai rien trouvé sur Internet sur Janine Serre. Alors, Namaskar Shaktini, vous la connaissez peut-être sous le nom de Margaret Stephenson. Moi, je ne la connaissais pas, mais j'ai trouvé des choses sur elle, quand même, sur Internet, donc il semblerait qu'elle soit quand même assez connue. Elle est née en 1839, elle est toujours de ce monde. Elle est franco-américaine, je crois. Oui, c'est ça, universitaire américaine, professeure de français, en littérature comparée, une intellectuelle. Un rôle dans la création du MLF, donc une sacrée héroïne elle aussi. Elle était en train de faire une recherche doctorale sous la direction de Roland Barthes quand même. Et elle se dit, bon bah tiens, pendant que je suis là, inspirée par les mouvements émancipateurs féministes aux États-Unis, et bah faisons la même chose en France. Enfin, immense héroïne, quoi. Il ne nous en reste pas grand-chose de Margaret Stephenson, malheureusement. On a 2-3 petites choses à les citer quand même ci et là. Là, vous avez un article, par exemple, qui a été écrit par Monique Wittig, Gilles Wittig, Marcia Rothenburg et Margaret Stephenson dans l'Idiot, qui s'appelle « Un combat pour la libération de la femme. Par-delà la libération gadget, elle découvre la lutte des classes ». Un article assez intéressant, je voulais vous lire un article sur l'exploitation sexuelle, enfin la partie sur l'exploitation sexuelle qu'elles ont écrit, donc vous allez voir que, bon bah voilà, quand vous avez des femmes intellectuelles à qui on donne des tribunes, et bah ça donne des trucs formidables. Je les cite, « Le chauvinisme mâle sévit partout. Quand nous marchons dans les rues, nous sommes sifflés, hués, touchés. Nous sommes appréciés ou dépréciés par les regards. À tout moment, nous sommes contraintes à une complicité abjecte avec ceux qui ont fait de nous de simples objets sexuels. Si nous résistons, nous sommes bégueules, salopes, mégères ou féministes hystériques. » Vous voyez, c'est pas nouveau, hein. Nous n'allons pas dans les rues comme des individus libres de croiser les regards. Nous sommes des objets en usage ou hors d'usage. Ce sur quoi nos yeux peuvent en toute innocence se poser. Les affiches de publicité. Ce sont des images qui nous humilient et nous rappellent sans cesse l'exploitation sexuelle dont nous sommes l'objet. Nous voyons clairement comment tout produit que le système capitaliste répand sur son marché se sert de notre corps comme support publicitaire. Nous sommes consommables à tout moment. Une marque de bière lance un nouveau produit. Buvez une grande blonde et l'image offre une grande femme blonde en même temps que son produit. Pour attirer l'attention sur la qualité de son tabac, une marque de cigarettes fait cette invite. Goûtez une rousse pour changer. Les marques de lingerie, de soutien-gorge et de gaines nous affichent sur les murs de nos villes, dans les journaux, nus, à moitié nus ou encorsetés, cherchant à nous séduire en nous représentant comme des objets. Elles répètent que nous sommes faites pour être nus, à moitié nus dans un lit, dans la rue, où les regards nous déshabillent comme des objets sexuels, toujours. Et cela est bien naturel, ménagère ou courtisane. La seule deuxième fonction qui nous est considérée dans la société où nous vivons, celle de ménagère. Donc, elle nous est, elle aussi, rappelée avec une cruauté machiavélique. 3 générations de femmes utilisent le fer à passer machin truc. Paix vous sort plus vite de votre cuisine. Moulinex libère la femme. Hoover recherche les clientes exigeantes. Sans arrêt, on nous rappelle que ou bien nous sommes des objets sexuels, ou bien nous sommes, de par notre nature, des ménagères sacro-saintes fonctions. Dans les sociétés capitalistes les plus avancées, celles où le niveau de vie est assez élevé pour nous le permettre, nous avons le droit de combiner les deux fonctions. C'est cela qu'on appelle libération des femmes. Et alors on voit sur les affiches de parfaits objets sexuels qui d'un doigt ganté pressent sur le bouton d'une machine à laver. En réalité, ce à quoi la société capitaliste nous condamne, c'est à la solitude. Chacun de nous dans la cellule familiale ou dans le couple vit une solitude, un isolement unique dans l'histoire de l'humanité. Nous n'avons pas, comme les Noirs, les ghettos pour nous unir et nous rassembler. Si nous travaillons dans la maison seulement, il nous faut attendre le retour de nos maris pour avoir un contact humain. Tassés sur nous-mêmes, coupés du monde, nous nous détruisons. Nous n'avons aucune relation avec le monde dans lequel les hommes vivent. Nous n'avons sur lui aucune prise. Par nos activités, nous ne le transformons pas.
Pour nous, la société, c'est la famille. Nous nous épuisons sans aucun bénéfice à des tâches serviles, sans le recours d'aucune sorte de camaraderie ou d'amitié qui nous serait une arme contre la solitude que notre dépendance dans le couple nous impose. Faire des enfants, cela devrait être pour nous une production importante pour la société. Dans le contexte où cette production s'inscrit, nous ne pouvons pas le percevoir ainsi. Enceinte, nous sommes déconsidérés, engrossés. Nous ne faisons pas un enfant, il grossit dans notre ventre, comme si nous étions pour les mâles, toujours les mêmes sempiternels vases dont parle la Bible. Oh la vache, c'est dur. Hein. Superbe texte. Hein. Ah, le MLF, hein, c'était pas, ça rigolait pas. Hein. Magnifique texte. Vraiment. Il faudrait que je le partage un jour. Que je le partage sur les réseaux sociaux, parce qu'il mérite d'être prolongé. Il m'en reste deux à vous présenter. Monique Wittig, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, ça n'empêche de la représenter. C'est quand même une femme extrêmement importante. Elle est née en 1935, elle est toujours de ce monde. Non, elle est décédée, pardon, attendez. Elle est décédée ? Pourquoi c'est pas écrit ? Ah si, pardon, c'est écrit ici, en plus en grand. Non, je savais qu'elle était décédée. En plus, elle est décédée aux États-Unis. Militante féministe lesbienne française. Désespérant à entendre parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup progressé depuis, malheureusement. C'est une femme qui a été énormément inspirée par le marxisme, un petit peu comme toutes les femmes du MLF et du FMA juste avant le MLF, qui a été de quasiment toutes les actions du MLF, qui a laissé une bibliographie d'une richesse absolument infinie. C'est elle qui parle d'hétérocaptivité par exemple, qui parle d'hétérosexisme. C'est elle qui explique qu'en se retirant de l'équation de la sexualité, les lesbiennes ne sont plus des femmes aux yeux des hommes. Elle parle de lesbianisme politique également. C'est une traductrice aussi. Dans tous les essais qu'elle a écrits, le combat pour la libération des femmes, vous trouverez des extraits sur Internet. Je crois que j'en ai mis un juste après. Bon, voilà, c'est absolument remarquable. Non, vraiment une grande pensée. Alors, La pensée straight, c'est un de ses ouvrages les plus connus. Est-ce que c'est celui-là que j'ai... Ah non, sur le site de Monique Wittig. Ah oui, je vous ai mis carrément sa biographie. Voilà, vous avez la biographie de son propre site Internet que vous pouvez voir. Et puis, voilà, La pensée straight, je vous le recommande. Hein. C'est un ouvrage de 92, c'est très intéressant. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est très intéressant. Vous voyez, typiquement, elle parle de la catégorie de sexe, on ne naît pas femme, la pensée straight, à propos du contrat social, nous sommes des êtres humains, ou je suis un être humain, homo sum. Point de vue universel ou particulier, le cheval de Troie, Marc du genre, il y a énormément de choses intéressantes. Elle s'intéresse beaucoup à la question de la domination des femmes sous absolument toutes ses formes, en particulier sous la forme de la domination hétérosexuelle masculine. C'est formidable. C'est vraiment très intéressant, je vous le recommande. Voilà, vous avez toute sa bibliographie. Tiens, le corps lesbien en roman, je me demande si je le lirai pas ça également. Parce que du coup, une femme lesbienne radicale parler du lesbianisme, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, immense féministe aussi. Et la dernière à vous présenter, très connue également, c'est Anne Zelensky, qui est née en 1935, qui elle pour le coup est toujours vivante, qui a participé dès 1966 au renouveau du féminisme. Elle a fondé avec Jacqueline Fenmal donc le FMA, donc là on est carrément à l'origine du MLF. Hein. Ensuite elle a été à l'origine du MLF en 1970 bien sûr, une proche de Simone de Beauvoir, une proche de celle qu'on a citée jusque-là. Bref, elle est absolument remarquable. Elle a fait énormément de choses dans sa vie, c'est assez bluffant. Là, on nous dit par exemple que la Ligue crée SOS Femmes Alternatives, elle ouvre un premier refuge pour femmes battues en France, et Anne Zelensky, elle devient la présidente de ça en 1980 pendant plusieurs années. Elle a lancé une publicité en 84 antisexiste, pas touche à l'image de l'homme, qui était très amusant. Elle a eu quelques succès médiatiques par ses actions, quelqu'un de très intelligente qui a réfléchi en fait à différents modes d'action que le MLF pouvait avoir. Elle est décorée de la Légion d'honneur en 98, c'est la première femme à avoir animé les cafés philo en 96. Waouh quoi, Anne Zelensky quoi, vraiment, moi je suis complètement admiratif. Hein. Et je pense que je vous ferai un épisode entier parce que je la trouve passionnante aussi. Il y a énormément de choses à dire de tout ce qu'elle a pu produire comme article, comme réflexion sur le féminisme. La femme dans tous ses états, histoire de vivre, mémoire d'une féministe. Vous avez pas mal d'extraits aussi que vous pouvez trouver sur Internet. C'est passionnant, c'est très intéressant. Harcèlement sexuel, scandale et réalité en 85. Hein. Vous voyez à quel point on rejoint ce que disait Christine Delphi, à savoir qu'il a fallu du temps pour que la lutte contre le harcèlement sexuel devienne quelque chose qui paraissait... Vous vous rendez compte, la domination masculine, la violence masculine est tellement puissante que même des révolutionnaires féministes comme Anne Zelensky, comme Christine Delphi, ont dû attendre
quelqu'un s'est connecté, c'est très gentil, j'ai pas vu qui. C'est Victor, salut Victor. Ont dû attendre des années pour se dire, en fait, c'est pas une fatalité, la violence sexuelle. On peut lutter contre, il y avait bien sûr des femmes qui dénonçaient les viols, évidemment, mais de là à penser des actions collectives, bah voilà, ça, il aura fallu du temps. Moi, je suis extrêmement admiratif. Extrêmement admiratif. Voilà. Je suis quand même obligé de le préciser par rapport à Anne Zelensky. Anne Zelensky, bon, elle a quelques propos qui me navrent un petit peu. Puisque là, récemment, elle a parlé de danger de l'islamisation profonde de la France. Bon, bon, voilà. Je suis obligé de vous dire, voilà, il y a quand même un petit à côté, mais bon. Ça change rien au fait que elle mérite largement un épisode et elle mérite qu'on qu'on les regarde avec des yeux d'admiration jusqu'à toujours, quoi. Moi, je suis bluffé. Voilà, c'est elle. C'est elle, en fait, les 9 femmes. Vous vous rendez compte, vous vous rendez compte l'agrégation de 9 hyper intellectuelles, brillantissimes, réformatrices des mouvements féministes qui vont se retrouver ensemble pour déposer une gerbe sur la tombe de la femme du soldat inconnu, pour rappeler que les femmes sont encore plus invisibilisées que les hommes. Et je vous raconte la suite dans le prochain épisode. Je vous raconterai le déroulé des événements. Ces 9 femmes se retrouvent à Paris, il y en avait peut-être d'autres. Et vous verrez que c'est à peine croyable. Il n'y a qu'en France qu'une chose pareille peut se passer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.